I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you told them, if I told them 100%. the devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? Donc mes chéris, on est en 2005 quand une mère entend la chose la plus horrible qu'un parent puisse entendre de la part de son enfant. Sa fille de 14 ans lui dit qu'elle a été payée $200 pour quelque chose qui au départ peut paraître totalement innocent. Faire un massage à un monsieur qui a mal au dos. $200 pour un massage. Sauf que, vous vous en doutez déjà, la séance ne s'est pas arrêtée à un simple massage. La mère, horrifiée par ce qu'elle vient d'entendre, décide de directement aller voir la police. Et là, si je puis dire pour une fois, ce genre de plainte est prise au sérieux. Heureusement d'ailleurs. Parce que c'est précisément de cette manière que va être mis au jour l'un des plus grands réseaux d'exploitation de mineurs de l'histoire de l'État de Floride. Mais cette affaire, elle est particulière, que ça soit dans sa conception, dans son traitement et aussi à sa manière d'être clôturée. Parce qu'avec tout ça, elle montre quelque chose d'assez troublant. Même lorsque des victimes parlent à des adultes, même lorsque la police commence à enquêter, rien ne garantit que le système lui suivra. Surtout quand ce système se retrouve à être face à une personne qui a une capacité impressionnante à éviter les conséquences. Un homme qui, pendant longtemps, va paraître intouchable. Vous voyez de qui je veux parler? Hello mes chéris, comment allez-vous? Dites-moi comment vous survivez à cette année 2026 qui apparemment, si je vois les faits, semble être pire que l'année 2025. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Bon, petit comeback avec un sujet bien dark cette fois. Parce que j'ai pu constater que ce mois de février a été bien chargé en émotions. Hein. Il y a eu le carême, il y a eu la Saint-Valentin, il y a eu le ramadan, la guerre et encore plein d'autres trucs. D'ailleurs, bon carême et bon ramadan, bon, je suis un petit peu en retard. Je pensais que j'allais faire beaucoup plus vite que ça, mais bon. Joyeux carême et joyeuse, j'allais dire Saint-Valentin, joyeux ramadan à tout le monde. Mais bon, dans tout ça, il y a un nom qui refait quand même surface et qui revient constamment sur les réseaux en ce moment. C'est un sujet qui, à première vue, semble très connu. Mais malgré tout, beaucoup de personnes découvrent ce nom seulement maintenant. Je parle bien sûr de Jeffrey Epstein. On entend tout et son contraire. Certains parlent d'un simple financier déchu, d'autres évoquent encore un réseau d'élite, et d'autres encore de choses beaucoup plus sombres. Et au milieu de tout ça, il y a nous. Plus confus que jamais. Alors je me suis dit qu'avant de tirer des conclusions, ce serait peut-être intéressant de revenir au point de départ. Vous savez, où tout a commencé. Parce que plus j'ai commencé à creuser, plus je me suis rendu compte que cette affaire, elle était bien plus vaste que ce que j'imaginais. Il y a énormément d'informations, genre vous pouvez pas vous imaginer. Aussi, j'ai décidé alors de scinder la vidéo en plusieurs parties. Probablement 2 ou 3, je ne sais pas encore. Mais comme ça, au moins, on va tout pouvoir reprendre dans l'ordre et ça, sans que je vous noie dans tout un tas d'informations, vous voyez. Mais bon, avant de commencer, je préfère être claire. Le sujet, lui, il est très complexe, il est très vaste, au cas où vous l'auriez pas encore compris. Et donc, dans tout ça, j'ai vraiment essayé de m'appuyer sur des sources assez sérieuses. Mais la filtration d'erreurs est toujours possible, ok? Pas d'être deep, faut toujours garder du recul. Vous le savez très bien, moi ici, ce que je prône, c'est plutôt vous pousser à faire vos recherches aussi. Moi, je vous montre ce que je trouve. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi penser, d'accord? Aussi, on va parler de beaucoup de sujets très très sensibles, comme le suicide, beaucoup d'agressions sexuelles aussi sur mineurs. Voilà, je vous mets un petit avertissement. Des fois, si c'est un peu trop lourd, mettez pause et revenez plus tard. Mais je trouve quand même que ça reste important d'en parler, tout simplement parce que ce cas-là, plus que d'autres, pose une question assez dérangeante. Comment est-ce qu'un homme accusé de faits aussi graves a-t-il pu évoluer aussi longtemps dans des cercles aussi puissants? Mais bon, on ferait mieux de commencer maintenant parce que pour réfléchir, il faut déjà au moins savoir de quoi est-ce qu'on parle. Alors comme d'habitude, moi je vous dis, mettez un bon petit plaid chaud sur vos genoux, on prend un petit truc à manger, un petit truc à boire, et dès que c'est bon pour vous, on passe au générique.
Alors oui, hein, je vais dire Epstein et pas Epstein. Et pour la simple et bonne raison que je suis néerlandophone d'études et chez nous, EI se prononce E et pas I. Ok. Bon bah maintenant que ça c'est dit, on peut continuer. Alors pour comprendre cette affaire, faut la reprendre depuis le tout début. Avant les scandales, avant les arrestations et avant que Epstein devienne un hashtag hyper connu sur TikTok. Qui était réellement Jeffrey Epstein? Donc Jeffrey Edward Epstein, né le 20 janvier 1953 à Brooklyn, à New York, dans une famille juive de classe moyenne avec un père employé d'entretien et une mère qui travaillait dans une école. Et un détail qui revient très souvent concernant son enfance, il a grandi à Seagate, qui est une communauté fermée à l'extrémité de Coney Island. Coney Island, je sais pas. Ah oui, petit rappel, hein, ma prononciation en néerlandais, elle est éclatée au sol, ok? Je ne veux pas voir de commentaires là-dessus, sinon je vous bloque. À l'école, il est décrit comme plutôt très bon en maths. Il avance vite, il est brillant, ouais, ok. Mais son parcours académique est aussi très à sa manière, on va dire. Il étudie brièvement à la Cooper Union, puis à l'université de New York, mais il quitte ses études sans obtenir de diplôme. Ensuite, dans les années 1970, il enseigne les mathématiques à la Dalton School, une école privée très prestigieuse de Manhattan. Et ça, c'est déjà un premier point assez fascinant, hein, parce que comment est-ce qu'il a pu rentrer dans une école aussi élitiste, on va dire, sans diplôme? Mais bon, on continue. En 1976, il quitte l'enseignement et entre dans la finance chez Bear Stearns. Bear Stearns. Une grande banque d'investissement à Wall Street. Ok bon, je sens que ça va être très long. Il y reste jusqu'en 1981 et il progresse plutôt rapidement. Et comment dire, à partir de ce moment-là, son parcours va devenir moins lisible, moins transparent, plus nébuleux, enfin bref, vous avez compris. Hein. Après Bear Stearns, il crée ses structures, change de statut et navigue entre plusieurs activités. Et surtout, il construit ce qui va devenir sa marque, l'opacité. En 1988, il va fonder G. Epstein et compagnie, une société de gestion conseil financier. C'est aussi à ce moment-là que sa couleur va commencer à s'annoncer. Il ne travaillera qu'avec des clients extrêmement riches, minimum 1 million de dollars d'actifs, sinon que dalle. Donc en gros, peu de clients, beaucoup de confidentialité et un accès direct à des gens très puissant. À partir des années 1990, la trajectoire financière d'Epstein semble étroitement liée à certaines figures très puissantes. Un nom revient d'ailleurs constamment, Leslie Wexner, qui est fondateur de L Brands, qui est le groupe propriétaire notamment de Victoria's Secret. À partir de 1991, Wexner accorde à Epstein une procuration extrêmement large sur ses finances. Concrètement, cela signifie qu'il a du coup le droit de gérer certains aspects assez larges sur son patrimoine. Et c'est déjà là qu'une petite question va commencer à émerger. Comment un homme au parcours relativement atypique parvient-il à obtenir un tel niveau de confiance auprès d'un milliardaire? C'est également durant cette période qu'Epstein va acquérir une de ses fameuses propriétés, le townhouse du 9 East 71 Street à Manhattan. Comme je l'ai dit, c'est une propriété qui deviendra d'ailleurs l'une des adresses les plus emblématiques concernant cette affaire. Plus tard encore, un autre nom très important va commencer à apparaître. Léon Black, fondateur d'Apollo Global Management, l'un des plus grands fonds d'investissement américains. Entre 2012 et 2017, Black verse à Epstein des honoraires très élevés pour des services de planification fiscale et successorale. Ces montants révélés plus tard vont créer encore une plus grosse question que la précédente. Epstein était-il simplement un conseiller financier discret et très talentueux, ou est-ce qu'il occupait une place beaucoup plus importante et surtout plus stratégique dans ces cercles? En parallèle, Epstein, lui, va investir massivement dans l'immobilier et accumule des propriétés un peu partout. À Manhattan, Palm Beach, Nouveau-Mexique et surtout 2 îles privées aux Caraïbes, dans les îles Vierges américaines. Oui, rien que ça. 2 îles. La première, c'est Little St. James, qui a été achetée en 1998 pour environ 8 millions de dollars. Et la seconde, c'est Great St. James en 2016 pour plus de 20 millions de dollars. Des propriétés isolées, accessibles uniquement par bateau ou hélicoptère. Et ça, mes chéris, c'est pas un détail anodin. Parce qu'Epstein va aussi devenir résident fiscal aux îles Vierges américaines. Alors, petite parenthèse rapide pour comprendre, pour ceux en tout cas qui ne le savent pas, mais être résident fiscal dans un endroit comme celui-là permet de bénéficier d'avantages fiscaux énorme. Concrètement, ça signifie que on va payer beaucoup moins d'impôts que comme dans un état de celui de New York. Dans son cas, il aurait bénéficié d'exemptions très importantes sur les impôts de ces sociétés et sur certaines taxes aussi. Ce n'est pas illégal en soi,
mais ça donne une petite idée sur le personnage. À l'époque, publiquement, ces îles étaient simplement présentées comme des résidences un peu de luxe, hein, vous voyez, des lieux privés exclusifs pour les petits richoux. Et ces îles, plus tard, deviendront aussi tristement célèbres dans les enquêtes et dans les accusations portées contre lui. Mais ça, on y reviendra plus en détail plus tard. Pour l'instant, on va retenir une chose. Epstein, il se contentait pas seulement d'être riche, ok? Il créait des espaces totalement contrôlés, à l'écart et où l'accès dépendait principalement de lui. Et ça, c'est un détail qui comptera. Autre petit mini-segment important, parce que ça aussi, ça aide un peu à comprendre le personnage. À la fin des années 1980, Epstein est lié à la Towers Financial via son dirigeant Steven Hoffenberg, qui l'emploie à ce moment-là comme consultant. Towers sera par après au cœur d'une énorme fraude financière. Et Hoffenberg, lui, sera condamné. Epstein, lui, par contre, ne sera pas du tout inculpé dans cette affaire. On va pas s'y perdre maintenant, hein, mais je vous pose ça là parce que cet petit épisode-là revient assez souvent quand on parle de sa trajectoire. Maintenant, deuxième pièce du puzzle, son réseau social. Epstein, faut savoir, il fréquente des personnalités influentes dans plusieurs domaines. Dans la politique, scientifique, entrepreneur, mondain. Il finance aussi beaucoup d'initiatives académiques, fait des dons à des universités et cultive alors une image de mécène intellectuel passionné par de la science, notamment dans la génétique et à la recherche avancée. Il deviendra aussi propriétaire d'un jet privé qui va devenir tristement célèbre par après. On cite aussi souvent des noms comme Bill Clinton ou le prince Andrew parmi les personnes qui l'ont étroitement croisé. Oui, hein, c'est pas n'importe qui hein, qu'on a là. On a un homme avec une image assez bien construite, celle d'une personne qui circule dans des cercles où normalement on ne tombe pas par hasard là, vous voyez. Et dans son entourage, il y a une personne qui deviendra rapidement centrale, celle de Ghislaine Maxwell. Elle rencontre Epstein dans les débuts des années 90. Les deux entretiennent d'abord une relation amoureuse avant de rester associés pendant des années. Mais Ghislaine Maxwell, faut savoir qu'elle aussi, elle est pas n'importe qui. Hein. Elle est la fille de Robert Maxwell, un puissant magnat de la presse britannique. Il était propriétaire de plusieurs journaux et très influent dans le milieu politique. Pendant des années, donc, elle va évoluer aussi dans un environnement extrêmement privilégié, entouré d'élites politiques, financiers et mondains. Après la mort mystérieuse de son père en 1991, retrouvé d'ailleurs noyé au large des îles Canaries, dans des circonstances très controversées d'ailleurs, Maxwell, elle va s'installer aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là où elle va commencer à se rapprocher progressivement de Epstein. Des témoignages et plusieurs enquêtes la décrivent comme très présente dans son quotidien, participant à l'organisation de sa vie, de ses déplacements et aussi de ses relations sociales. Un détail assez révélateur d'ailleurs de leur proximité, Epstein a même nommé une de ses sociétés Ghislaine Corporation dans les années 90. Rien que ça. Donc bon, là, on a un petit peu le portrait du bougre et de la bougresse. Hein. On a là donc un homme issu d'un milieu relativement normal, de base, qui grimpe plutôt vite, même trop vite, qui se construit une aura d'intellectuel et de gestionnaire des ultra-riches, qui vit dans l'opulence et surtout une opacité très extrême, qui s'entoure de gens très puissant, mais tout en gardant beaucoup de zones d'ombre autour de lui. Et c'est précisément ce contraste qui rend l'histoire par la suite très troublante. Parce que quand les premières accusations vont commencer à émerger au début des années 2000, ce n'est pas juste un riche de plus qui tombe, c'est tout un système qui va commencer à être scruté. C'est là que notre chronologie va faire un 360. Alors, voyons le début de la descente. Nous sommes en mars 2005, à Palm Beach, en Floride. Vous connaissez la Floride, The Sunshine State, Miami, les Richoux, Disney World. Bref, ce jour-là, une mère entre dans un commissariat pour expliquer quelque chose qui, à ce moment-là, semble assez irréel. Sa fille de 14 ans lui a expliqué qu'un homme riche lui avait proposé $200 pour lui faire un massage. $200, imaginez-vous, pour une adolescente, c'est énorme. Et un massage, ça paraît innocent. Le problème, c'est que vous vous doutez bien, ce n'était pas un simple massage. L'affaire est confiée à ce moment-là au détective Joseph Ricaré. Et ce détail-là, il est fondamental. Parce qu'il aurait pu classer cette plainte comme un malentendu, ou une situation ambiguë qui impliquait une mineure, mais bon, on va pas le prendre au sérieux, vous voyez. Non, lui, il le fait pas du tout. Il prend le temps d'écouter la jeune fille, puis il décide de creuser. Elle lui explique qu'elle a été emmenée dans une grande maison par une amie de 16 ans. Cette amie, apparemment, elle connaissait cet homme. Lorsque Ricaré interroge cet ami en question, le dossier change immédiatement de dimension. Parce que cette jeune fille admet qu'elle aussi a été recrutée
pour faire des massages. Et qu'après avoir été payée, on lui aurait proposé de ramener d'autres adolescentes en échange de plus d'argent. Ce n'est donc plus une situation isolée. Là, c'est un mécanisme organisé. On a un système de recrutement qui est basé sur la confiance entre amis et adolescentes, où chacune à ce moment-là pouvait devenir une intermédiaire. Une des recruteuses identifiées, Ellie Robson, à ce moment-là décrit du coup un fonctionnement presque banal dans sa simplicité. Une jeune fille est invitée, elle est payée, puis on l'explique qu'elle peut gagner encore plus d'argent en échange si elle amène d'autres filles. Et c'est comme ça qu'entre 2004 et 2005, plusieurs adolescentes sont ainsi introduites dans la résidence d'Epstein. Plus l'enquête avance, plus ce schéma clair commence à se dessiner. Il faut savoir qu'entre le printemps et l'automne 2005, Rika Ray identifie rapidement plus de 30 victimes. Elles ont toutes entre 14 et 17 ans, viennent de milieux plutôt modestes de Palm Beach ou des environs, et elles ont toutes été approchées par des amis, des connaissances, qui leur ont promis de l'argent facile. En octobre 2005, la police va perquisitionner la résidence d'Epstein à Palm Beach. Cette perquisition va marquer un tournant décisif. Les enquêteurs saisissent des registres téléphoniques, des photographies à caractère pédopornographique, des messages laissés par des adolescentes et des reçus de paiement pour des massages qui corroborent les témoignages recueillis. À ce stade-là, il ne s'agit plus juste d'une affaire floue reposant uniquement sur quelques témoignages qui se ressemblent, mais d'un ensemble de preuves qui renforcent l'idée qu'un trafic sexuel de mineurs avait bien lieu à Palm Beach. Le chef de la police à ce moment-là, qui était Michael Reiter, estime alors que l'affaire commence à dépasser les compétences locales. Il considère que la gravité des faits et le nombre croissant de victimes justifient une intervention fédérale. Donc le dossier est transmis au FBI. Entre 2006 et 2007, les autorités fédérales vont examiner les éléments collectés. Selon des documents et des enquêtes journalistiques révélées beaucoup plus tard, les procureurs fédéraux envisageaient à ce moment-là plusieurs chefs d'accusation. Il serait question de trafic sexuel de mineurs, transport entre différents États américains à des fins illégales, de conspiration, et j'en passe. Faut savoir, mes chatons, qu'en droit fédéral américain, ce type d'infraction peut entraîner des peines très lourde, souvent supérieure à 15 ans de prison. À ce moment précis, tout laisse penser qu'un procès fédéral monumental va avoir lieu. Les éléments matériels existent, les témoignages sont nombreux et le dossier semble suffisamment solide pour pouvoir aller devant un tribunal fédéral. Donc c'est tout logiquement que toutes les personnes impliquées s'attendaient à une inculpation importante et surtout à un procès public. Et que nenni! Au lieu d'un procès, il y aura des négociations secrètes. En 2007, les avocats d'Epstein entament des discussions avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride, qui était à ce moment-là dirigé par Alexander Acosta. Nom à bien retenir. Parmi les avocats impliqués, on a Alan Dershowitz. Alors je suis désolée, les noms je vais les prononcer comme bref. Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, Jay Lefkowitz et Ken Starr, ancien procureur connu pour l'affaire de Clinton Lewinsky. Les échanges se déroulent principalement de manière confidentielle, d'où mes très gros guillemets quand je disais secret, parce que c'est assez fou. Et donc en 2008, un Non-Persecution Agreement est signé. Pour ceux qui ne le savent pas, juridiquement, un Non-Persecution Agreement, ou on va la faire courte, un NPA, est un accord par lequel le gouvernement fédéral accepte de ne pas poursuivre un suspect pour certaines infractions. Généralement, on signe cet accord-là en échange alors d'un plaidoyer sur des charges moindres ou du respect de certaines conditions. En gros, c'est un échange de bons procédés, si on peut dire ça comme ça. D'un côté, il y a la coopération du suspect et de l'autre, la police alors s'engage à ne pas le poursuivre pour certains délits. Ce type d'accord, faut le savoir, il est souvent utilisé dans des affaires financières assez complexes ou dans des dossiers où un suspect alors va coopérer contre des tierces. Comme par exemple tout ce qui concerne cartel, drogue, mafia, etc. Il est extrêmement rare que le NPA soit appliqué pour des accusations aussi graves, surtout impliquant des mineurs. Mais dans le cas d'Epstein, où apparemment tout est possible, les poursuites fédérales sont toutes abandonnées. Faut quand même rappeler que les autorités à ce moment-là envisageaient entre 60 et 80 charges. Tout abandonné. Mais à la place, ils plaident coupables au niveau de l'État de Floride pour 2 infractions. Et ce sont des infractions qui seront liées à la sollicitation. Pour ceux qui ne le savent pas, la sollicitation à la prostitution est quelque chose d'illégal dans l'État de Floride. Et lui accepte de plaider coupable pour avoir sollicité des prostituées, dont une qui était mineure. Selon lui, elle avait 16 ans. Qui est un vrai problème, car utiliser le terme prostituée, ça change déjà toute la tournure en fait de cette affaire. Mais bon, ça ne change pas grand-chose au final à ce moment-là, parce qu'aucune accusation formelle de trafic sexuel n'est présentée à ce moment-là devant un jury fédéral. Or, à la base,
C'est de ça qu'il était question. La peine prononcée est alors de 18 mois de détention et Epstein en purgera environ 13. Sur le papier, ça ressemble à une condamnation assez classique à la sollicitation. Mais dans la réalité, la situation, elle est encore plus particulière que ce qu'elle est déjà. D'abord, il n'est pas envoyé dans une prison d'état sécurisé, comme c'est généralement le cas pour ce type de condamnation, parce que malgré tout, il a quand même avoué avoir eu des rapports avec une mineure. Mais bon, il est incarcéré dans une prison locale du comté à Palm Beach, un établissement beaucoup moins strict que normalement ce qui est censé être réservé pour lui. Mais le détail qui va vraiment faire tiquer beaucoup de monde, et je pense que c'est totalement légitime, c'est ce qu'on appelle le Work Release Program. Et comme le nom l'indique, c'est un programme qui permet à des détenus de sortir pour travailler. Il est généralement réservé à des personnes condamnées pour des infractions mineures, et surtout qui sont considérées comme peu dangereuses. Mais le bougre là, mais c'est un danger public. Mais il est quand même autorisé à quitter la prison jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Si je vois un commentaire 6-7, je le supprime et je bloque direct. Donc concrètement, le gars sort vers 7h du matin et il rentre vers 19h du soir. Pendant ce temps, il se rend à son petit bureau à Palm Beach, où il continue à gérer ses affaires, où il continue à recevoir ses rendez-vous, à faire des dîners, comme si de rien n'était. Pour beaucoup d'observateurs, ce régime de détention paraît quand même assez difficile à assimiler avec la gravité des accusations initiales. Disons simplement que pour quelqu'un qui risquait potentiellement de passer des décennies en prison, la réalité de la peine reste étonnamment souple. Et c'est là que une nouvelle question va commencer à déranger. Parce qu'on ne parle pas simplement d'un homme condamné. On parle d'un homme qui, même pendant sa condamnation, semble continuer à évoluer dans un monde où les règles ne s'appliquent pas tout à fait de la même manière que pour les autres. Ensuite, à côté de la détention hôtel, l'accord secret contient également une clause d'immunité assez folle. Non seulement Epstein bénéficie d'une immunité fédérale, mais plusieurs collaborateurs nommés sont également protégés. Plus troublant encore, parce que oui, on peut toujours faire plus fou, l'accord inclut une formulation très très large couvrant tout complice potentiel, ce qui signifie que toute personne susceptible d'avoir été impliquée dans les faits identifiés plus tard, éventuellement, bénéficie également d'une protection. Chose très importante à garder dans un petit coin quelque part dans votre tête. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la folie furieuse. Mais un autre point encore qui est assez important et qui concerne les victimes, c'est que normalement, la loi américaine prévoit qu'elles doivent être informées et consultées avant qu'un accord de ce type soit conclu. Mais dans l'affaire Epstein, les adolescentes identifiées par le FBI à ce moment-là ne sont pas du tout prévenues de l'existence de cet accord avant qu'il ne soit déjà signé. Et donc, en 2009, quand Epstein sort de sa détention, si on peut appeler ça une détention, il est inscrit comme délinquant sexuel en Floride. Officiellement, il a été condamné et a purgé sa peine. Officiellement, l'affaire est réglée. Mais une question demeure. Comment est-ce qu'un dossier dans lequel des dizaines de victimes avaient été identifiées, avec des accusations fédérales potentiellement très très lourdes, peut-il se terminer par un accord confidentiel, 2 charges étatiques, 13 mois de prison, dont une grande partie passée à sortir tous les jours pour travailler et organiser des petites soirées? Et surtout, comment est-ce que cet accord a pu inclure une immunité extrêmement large qui protège non seulement Epstein, mais aussi plusieurs collaborateurs et encore toute personne susceptible d'avoir été impliquée? Genre vraiment des questions. Et pourtant, à l'époque, ces questions, elles ne créaient pas vraiment de scandale majeur. Il n'y a pas de grand procès fédéral, il n'y a pas non plus de grande exposition publique détaillée, et l'accord du NPA reste largement inconnu du grand public. Il y a une couverture médiatique, on en parle, mais elle reste relativement limitée et surtout, elle est très locale. Et pendant ce temps, Epstein, lui, il reprend sa vie. Il continue à voyager, il continue à fréquenter des milieux très influents, il continue à organiser des petits dîners privés avec des personnalités, bref, vida loca. Et c'est peut-être l'aspect, je vais pas dire le plus, mais quand même assez troublant de son histoire, c'est qu'à partir de 2009, l'affaire ne disparaît pas complètement. Elle s'enfonce simplement dans une sorte de monde à l'envers, on va dire. Un espace où les faits existent, mais où l'attention publique semble s'être déplacée ailleurs. Pendant presque 10 ans, mes chéris, le nom de Epstein va circuler dans des petits articles à gauche à droite. Mais il n'y a pas de véritable explosion médiatique, vous voyez. Comme si l'histoire, elle avait été très vite refermée. Et c'est précisément cette période qui va devenir l'une des parties les plus mystérieuses de toute l'affaire. Parce que derrière cette apparente tranquillité, des questions continuent de circuler. Des victimes continuent de parler, les journalistes continuent de creuser, et certaines pièces du puzzle commencent lentement à réapparaître. Et c'est ce que beaucoup appelleront plus tard la décennie d'ombre.
how long have you been sexually attracted to underage minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? Donc comme on l'a vu, à partir de 2009, Epstein est officiellement un homme condamné. Il est inscrit comme délinquant sexuel en Floride et son nom, lui, va figurer dans les registres publics. Et sur le papier, l'affaire semble être réglée. Et pendant les 10 années qui suivent, Epstein circule entre plusieurs résidences. Manhattan, Palm Beach, le Nouveau-Mexique, Paris et surtout ces petites îles privées dans les Caraïbes. Il continue à utiliser son jet privé, le Lolita Express, pour voyager aux États-Unis et à l'international. Sa fortune reste active, ses activités financières, elles continuent, et son réseau social, lui, semble étonnamment intact. Autrement dit, pour quelqu'un qui vient d'être condamné dans une affaire impliquant des mineurs, la rupture sociale, elle est relativement limitée. Maintenant, comment c'est possible? Parce que oui, les gens lambda en ont probablement entendu vite fait quelque part, et donc ça se niche quelque part dans l'inconscient collectif, vous voyez. En revanche, les gens de l'autre classe, vous voyez, les petits richoux là, ils doivent bien être au courant, non? Vous voyez, ces gens qui ont des équipes littéralement qui s'occupent de leurs relations sociales parce que il faudrait qu'ils gardent une bonne réputation. Eux, ils doivent quand même bien être au courant. Donc comment ça se fait que personne ne boycotte? Comment ça se fait qu'ils s'en sortent aussi bien? Alors pour ça, il y a plusieurs théories qui sont en réalité un peu plus adaptées pour la partie 2 ou 3 de ma vidéo, donc on va pas encore en parler, mais par contre, il y en a une que je vais quand même déjà aborder maintenant, parce que c'est celle qui est la plus connue du grand public. C'est tout simplement que ce monsieur avait mis une très bonne stratégie de réhabilitation. Il a très bien travaillé son image. Il a à ce moment-là investi dans la philanthropie, il fait des dons à des institutions universitaires, notamment à Harvard et au MIT. Il finance certains projets de recherche liés à la biologie, à l'IA ou à la génétique. Il organise également ce que certains vont appeler des salons scientifiques, des dîners privés où se retrouvent chercheurs, universitaires et personnalités très importantes. Et ces événements-là vont lui permettre d'entretenir une image très particulière, celle d'un financier discret, intéressé par la science, les idées et surtout les grandes questions qui concernent le futur. Et cette image, elle fonctionne. Des photographies et plusieurs témoignages vont aussi montrer qu'après sa sortie de prison, Epstein il va continuer à évoluer dans des cercles extrêmement influents. Par exemple, en 2010, il est photographié à New York en train de se promener dans Central Park avec le prince Andrew, membre de la famille royale britannique. Personne avec qui, visiblement, il était quand même assez proche parce qu'à la même période environ, on voit circuler une autre photographie, une image prise dans une résidence à Londres montrant le prince Andrew, Ghislaine Maxwell et Virginia Gruff, qui à cette époque-là avait 17 ans. Cette Virginia va plus tard aussi accuser Epstein et Maxwell de l'avoir exploitée lorsqu'elle était mineure. Cette photo sera publiée par la presse britannique et deviendra l'un des éléments les plus controversés et commentés de l'affaire. Maintenant, il faut voir quand même que ces images, elles alimentent une perception assez troublante. Parce qu'elles montrent qu'un homme condamné pour des faits aussi graves que la sienne, il continue malgré tout à apparaître dans des environnements où on le retrouve des personnalités extrêmement puissantes. Des personnes qui, soyons honnêtes, ne peuvent pas vraiment ignorer ni qui il est, ni ce qu'il a fait. Alors évidemment, être photographié à côté de quelqu'un ne signifie pas être impliqué dans ces crimes. Il faut le dire clairement, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup tourner sur les réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas de se poser quand même certaines questions. Parce que dans cette histoire, on parle beaucoup d'Epstein, et c'est assez logique parce que il est le cœur, l'épicentre de cette affaire. Et il y a aussi, je trouve, autre chose à regarder. Les cercles dans lesquels il évolue. Des milieux composés de personnalités extrêmement influentes. Je ne parle pas juste de quelques stars de cinéma ou de musique. Je parle des hommes politiques, des chefs d'entreprise, parfois même des membres de familles royales, des gens qui dirigent des institutions, des entreprises, parfois même des pays. Et malgré une condamnation pour des faits aussi graves impliquant des mineurs, certains continuent de le fréquenter en mode normal. Donc oui, ça pose quand même une question assez simple. Quelle est la morale de ces cercles? Si un homme officiellement inscrit comme délinquant sexuel peut continuer à y circuler sans véritable conséquence, surtout quand ces cercles, parce que comme je vous dis, ce sont pas des cercles lambda, ce sont des gens qui influencent nos sociétés d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être là que l'affaire devient encore plus dérangeante. Parce qu'à ce moment-là, Epstein n'est peut-être plus seulement l'histoire d'un seul individu. Il devient la partie visible d'un système beaucoup plus large. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que des années plus tard, lorsque certains documents judiciaires et correspondances vont être rendus publics, on découvrira que les connexions d'Epstein étaient beaucoup plus vastes que ce qu'on aurait pu imaginer ou ce que les photographies à ce moment-là nous laissaient apparaître. Et ça,
On en reparlera plus tard. Maintenant, certains doivent sûrement se demander comment est-ce que ça se fait que l'affaire Epstein est restée en sourdine aussi longtemps. Comme je l'ai déjà mentionné, pendant cette période, l'affaire, elle disparaît pas vraiment des médias. Il y a quelques articles qui continuent à sortir. Il y a même quelques procédures civiles qui sont même lancées. Et il y a quelques victimes qui continuent d'en parler. Et toujours aucun procès en vue, ni de nouveaux dossiers ouverts. Et cette injustice, en réalité, elle s'explique assez facilement. D'abord parce que l'accord signé en 2008 reste largement opaque. Le fameux NPA. À ce moment-là, négocié avec le procureur Acosta. Comme je vous l'ai dit, elle était en grande partie confidentielle. Le public ne connaît pas les détails. Les victimes elles-mêmes n'étaient pas informées en fait de cet accord. Donc résultat, pour beaucoup de gens, l'affaire ressemble simplement à un milliardaire qui a été condamné et qui a purgé sa peine. And that's it. Certaines victimes expliquent plus tard d'ailleurs qu'en 2008, elles pensaient toutes que le système avait complètement abandonné l'affaire. Courtney Wild, l'une des victimes identifiées dans l'enquête de Palm Beach, dira par exemple qu'elle pensait qu'Epstein avait gagné. Lorsqu'elle apprend qu'il reprit une vie quasiment normale après sa sortie de prison, elle explique avoir passé plusieurs jours à pleurer. Et pendant ce temps-là, un autre problème apparaît. Un mur juridique gigantesque créé par l'accord de 2008. On l'a déjà vu ensemble, mais cet accord accorde à Epstein une immunité fédérale extrêmement large pour les faits connus à ce moment-là. Protège également ses collaborateurs qui sont cités et encore des potentiels complices. Autrement dit, toute tentative de poursuite fédérale, ça devient très compliqué. Des gens vont porter plainte et ne savent même pas que ça ne sert à rien. À cela s'ajoutent les règles de prescription particulièrement difficiles dans les affaires d'exploitation mineure, où les victimes mettent parfois des années à pouvoir en parler. N'oublions pas non plus le fait que ce genre d'affaires est très rarement prise au sérieux, surtout quand une autre personne va venir accuser un milliardaire, on va toujours l'accuser de vouloir de l'argent. Rick Harris c'était vraiment une exception. Et bon, parce que ça ne s'arrête jamais là, il y a encore un autre facteur qui est beaucoup plus simple, money. Epstein, oui, il peut se permettre de payer les avocats les plus puissants et les plus agressifs, les plus enragés du pays. Les équipes juridiques capables d'envoyer des menaces légales à des journalistes, de contester tout témoignage et de transformer chaque procédure judiciaire en un long supplice interminable. Ce qui fait que beaucoup de victimes qui se retrouvent avec très peu d'argent et épuisées décident d'abandonner. Dans ces conditions, c'est un peu logique aussi. Mais malgré tout ça, l'histoire, elle ne disparaît pas vraiment. Il y a encore quelques journalistes assez téméraires qui décident de encore creuser cette affaire, et certains éléments vont commencer à émerger et laisseront sous-entendre que le système ne s'est pas arrêté. Plus tard d'ailleurs, lors du procès de Ghislaine Maxwell, il y a quelques témoignages sous serment qui évoqueront que certains recrutements auraient continué après 2008. Autrement dit, pendant que l'opinion publique pense que l'affaire est terminée, certains indices suggèrent que le réseau, lui, ne s'est jamais vraiment arrêté, ce qui rend la chose encore plus triste. Mais là, arrive 2017. Aussi, le début de la fin de l'ombre. And first, a couple of questions. My understanding is that there is a pending civil lawsuit filed by a couple of the victims in that case, seeking to argue that they should have been given notice prior to the plea deal being entered into. Is that your understanding as well? My understanding is that there is a pending civil lawsuit. The Department of Justice has defended the actions of the office in that matter under both President Bush and President Obama's administrations. The opening that I read suggests that you decided as U.S. Attorney to cut a non-prosecution deal. That part of the decision was that non-prosecution deal be held private, not appear in the public record. And there's an allegation that I just read that you did not pursue a federal indictment, even though your staff had advocated that you do so. Is that accurate? That is not accurate. Let me address the, one of the difficulties with. Nous sommes le 16 mars 2017, à Washington, salle d'audition du Sénat américain. Alexander Acosta, vous vous souvenez de lui, ancien procureur fédéral pour le district sud de la Floride, est à ce moment-là auditionné pour devenir secrétaire au travail dans l'administration Trump. Je sais, oui, beaucoup de mots compliqués, je sais pas si je vais m'en sortir. Et donc, à un moment de l'audience, le sénateur démocrate Tim Kaine prend la parole. Il tient dans sa main un article publié quelques semaines plus tôt dans le Washington Post, le 12 février 2017. Le titre
est assez clair. Le nominé de Trump au travail a conclu un accord avec un milliardaire accusé d'avoir abusé d'adolescentes. Comme quoi, certains arrivent encore à ne pas tourner autour du pot. Kane regarde Acosta droit dans les yeux et lui pose une question très simple. Pourquoi votre bureau a-t-il négocié un accord secret avec Jeffrey Epstein alors qu'il était accusé d'abus sexuels sur des dizaines de mineurs? Acosta explique, en bégayant bien fort, que l'affaire était complexe. Il rappelle que la police de Palm Beach avait ouvert une enquête en 2005, que le grand jury de Floride avait retenu une accusation beaucoup plus faible et que son bureau fédéral avait voulu s'assurer qu'Epstein, à ce moment-là, aille au moins en prison et soit inscrit comme délinquant sexuel. Mais Kane insiste, parce que l'article du Washington Post révèle un détail extrêmement troublant. L'accord négocié en 2008, ce fameux Non-Persecution Agreement, avait été scellé. Surtout, les victimes n'avaient même pas été informées de son existence, ce qui, selon plusieurs juristes, pourrait constituer une violation du Crime Victim Rights Act de 2004, une loi fédérale qui garantit aux victimes le droit d'être informées et consultées dans les procédures judiciaires. Acosta, lui, il reste prudent. Il explique qu'il ne peut pas commenter certains détails à cause de procédures encore en cours. Il répète simplement que son objectif était de garantir que Epstein aille en prison, soit inscrit au registre des délinquants sexuels, paye des restitutions aux victimes. Autrement dit, en fait, ils avaient peur qu'ils s'en sortent avec rien ou peut-être juste une petite amende et que du coup, cet accord était la meilleure chose qu'ils avaient pu obtenir pour les victimes. Le sénateur Kane, là, il est clairement pas convaincu, comme nous tous au final. Et pendant que cet échange se déroule au Sénat, quelqu'un écoute. Pas un politicien, pas un richou, non, une femme. À Miami, au Miami Herald, une journaliste d'investigation commence à regarder cette affaire un peu de plus près. Elle s'appelle Julie K. Brown. Julie travaille depuis longtemps sur les dysfonctionnements du système judiciaire en Floride. Elle s'est notamment fait connaître pour ses enquêtes sur les abus dans les prisons et sur les violences institutionnelles. Et en 2017, quelque chose attire son attention. L'écart monumental, gigantesque, vous voyez ce que je veux dire, entre la gravité des accusations portées contre Jeffrey Epstein et la légèreté de la peine qu'il a finalement reçue. 13 mois de prison quand même, avec un programme de work release en plus. Autrement dit, une peine qui ressemble beaucoup plus à un petit séjour à l'hôtel plutôt qu'une condamnation. Du coup, Brown décide de rouvrir l'affaire, un peu comme un cold case journalistique. Et donc, par où commencer? Eh bien, elle fera ce que font les journalistes d'investigation bien déterminés. Elle lit. Elle récupère un rapport de police de plus de 100 pages provenant de l'enquête menée par Rick Carré à Palm Beach en 2005. Mais le problème, c'est que ce document est largement caviardé. Il y a beaucoup de noms qui sont effacés, les informations sensibles sont masquées, les victimes apparaissent simplement sous des appellations comme Jane Doe suivies d'un numéro. Mais malgré ces coupures, un détail saute immédiatement aux yeux de Brown. Le nombre de victimes qui est mentionné dans les documents est beaucoup plus élevé que ce que les gens connaissaient à ce moment-là. Alors, elle décide de commencer un travail extrêmement minutieux. Elle épluche des milliers de pages de documents judiciaires, elle analyse les procédures civiles, elle recoupe les informations et surtout, elle décide de retrouver les victimes. Au fil des mois, elle parvient à identifier entre 60 et 80 victimes potentielles, certaines âgées de 13 ou 14 ans au moment des faits. Avec tout ce qu'elle découvre là, elle peut plus vraiment rester derrière un bureau. Alors, elle décide de prendre la route. Julie, faut savoir qu'elle va voyager à travers tous les États-Unis pour rencontrer ces femmes qui, du coup, pendant des années, ont eu le sentiment que personne ne voulait écouter leurs histoires. Certaines refusent de parler, d'autres, heureusement, acceptent. Et leurs témoignages commencent à dessiner une image beaucoup plus claire du système que Epstein avait mis en place. Un système de recrutement, dans lequel c'était les adolescentes qui faisaient le travail de recrutement pour eux. Exactement ce que Rick Carré avait découvert il y a des années. Je vais faire une petite parenthèse là pour lui parce que je trouve qu'on parle pas assez de lui, franchement. Cet homme, quand même, il a pris au sérieux le témoignage d'une petite fille et il avait compris très tôt quand même que quelque chose de hyper machiavélique, diabolique, tout ce que vous voulez, se passait à ce moment-là. Et pendant des mois, il a vraiment tout fait pour que cette affaire aille jusqu'au bout. Et ce qui est profondément injuste, c'est qu'il meurt en mai 2018, à l'âge de 50 ans, sans jamais avoir vu l'affaire être relancée. Et ironie de l'histoire, c'est justement son travail, ses notes d'enquête, qui vont ensuite devenir une pièce essentielle pour les journalistes et les avocats des survivantes. Comme quoi, malgré tout, son travail n'aura pas été en vain. Et pendant près de 18 mois, Julie, elle accumule des documents, des témoignages, des preuves. Et en novembre 2018, le Miami Herald publie enfin le résultat de ses enquêtes. Une série intitulée Perversion of Justice.
Perversion of Justice. Justice for Gotham. Bref, les articles révèlent plusieurs éléments explosifs. L'existence d'au moins 80 victimes potentielles, l'ampleur du réseau de recrutement et surtout la manière dont l'accord de 2008 avait été négocié dans le dos des victimes. L'affaire Epstein, que beaucoup pensaient à ce moment-là terminée depuis belle lurette, vient brutalement de revenir sur le devant de la scène. Et cette fois, elle va plus disparaître. Announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein. The charges allege that Epstein sexually abused young girls by enticing them to engage in sex acts for money. Epstein was arrested this past Saturday evening at Teterboro Airport aboard his private jet that had just landed from Paris, France. À New York, il y a ce qu'on appelle le Southern District of New York, l'un des bureaux de procureurs fédéraux les plus puissants des États-Unis. Et à sa tête, il y a le procureur Geoffrey Berman. Et contrairement à 2008, cette fois-ci, personne ne semble très pressé de refermer cette affaire. Nous sommes le 6 juillet 2019. Aéroport privé de Teterboro, dans le New Jersey. Un endroit discret, très utilisé par les jets privés des petits milliardaires et des célébrités qui préfèrent éviter l'agitation des grands aéroports. Ce jour-là, un avion vient d'atterrir. Un Boeing 727 immatriculé N908JE. Un avion qui est assez connu dans cette affaire parce que c'est The Famous Lolita Express. Epstein revenait à ce moment-là d'un voyage à Paris. Il descend de l'avion vers 15h et sur le tarmac, les agents fédéraux l'attendaient déjà. Les agents du FBI New York Field Office accompagné d'équipes de Southern District of New York et en coordination avec le NYPD. En bref, tout le bataillon d'exploration. L'opération a été préparée en secret pendant plusieurs semaines. L'objectif était très simple. Éviter toute tentative de fuite, ainsi qu'une envie de destruction de preuves. Mais contre toute attente ou pas, l'arrestation se déroule sans résistance. Pour un homme qui pendant des années semblait presque intouchable, le moment est presque banal. Mais l'acte d'accusation, lui, en revanche, il l'est pas du tout. 2 jours plus tard, le 8 juillet 2019, le procureur Berman révèle publiquement l'acte d'accusation. Un document de 14 pages. En gros, Epstein est inculpé de trafficking sexuel de mineurs et conspiration de trafficking sexuel de mineurs. Les faits reprochés concernent principalement la période de 2002 à 2005. Donc pour faire un petit résumé, selon les procureurs, Epstein aurait mis en place un système dans lequel des adolescentes étaient recrutées pour venir dans ses résidences à Manhattan et à Palm Beach sous prétexte de massage. Avant d'être exploitées sexuellement. Certaines de ces adolescentes ensuite auraient été payées pour aller recruter encore d'autres adolescentes. En gros, un système pyramidal. En gros, exactement ce que les enquêteurs de Palm Beach avaient découvert il y a déjà 12 ans en fait. But est-ce que vous vous souvenez du famous NPA, le fameux accord du diable? Eh bien, on se détend les chéris, parce que le Seigneur soit loué, cette fois, il y a une différence majeure. Le bureau du procureur de New York estime que l'accord négocié en Floride ne les lie pas juridiquement, parce que cet accord ne concernait la juridiction que de Floride. Or, certaines des victimes identifiées par les procureurs disent avoir été abusées à New York. Autrement dit, le dossier peut être rouvert et les charges fédérales peuvent être poursuivies. J'ai limite envie de zarder là, franchement. Et donc, au moment de l'arrestation, le FBI lance une perquisition dans la résidence de Manhattan d'Epstein. La gigantesque townhouse située à 9 East 71 Street. En fait, je sais pas comment on doit prononcer les adresses de New York, c'est un peu particulier. Mais donc, pendant cette perquise, les agents saisissent des milliers de photographies de jeunes filles nues ou partiellement nues, plusieurs disques durs et supports électroniques, des documents financiers, des téléphones, agendas et notes personnelles. Bref, des millions d'éléments qui deviendront une partie alors essentielle des preuves réunies par les procureurs. Après son arrestation, Epstein est placé en détention au Metropolitan Correctional Center, le MCC de New York, une prison fédérale haute sécurité située à Manhattan. Et cette fois, les règles sont très différentes du Airbnb qu'il avait connu en 2008. Ses avocats proposent une caution exceptionnelle de 77 millions de dollars qui est à ce moment-là refusée. Ils proposent même que Epstein soit placé en résidence surveillée dans son manoir de Manhattan avec surveillance électronique, mais ça aussi c'est refusé. Le tribunal en fait estime que Epstein représente un trop gros risque de fuite, surtout c'est un vrai danger de la communauté là. Et pendant que Epstein se retrouve derrière les barreaux, la pression médiatique devient gigantesque. L'affaire elle devient mondiale et au centre de cette tempête politique et médiatique, un nom
réapparaît. C'est le fameux procureur qui avait négocié l'accord de 2008, Alexander Acosta. Sous la pression, il démissionnera de son poste là du secrétaire au travail le 15 juillet 2019. Il a vraiment pas fait long feu. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans maintenant, Epstein semble vraiment devoir répondre de ses actes devant la justice. Un procès fédéral se prépare. Des dizaines de victimes sont prêtes à témoigner. Cette fois, l'affaire ne concerne plus seulement un seul homme, mais potentiellement tout un réseau. Et quand tout a l'air d'enfin aller bien, ce procès tant attendu n'aura pas lieu. Parce que le 10 août 2019, Jeffrey Epstein sera retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, un suicide. Et à partir de ce moment-là, l'affaire Epstein entre dans une toute autre dimension. Encore. Où est-ce qu'on en était déjà ? Ah oui, Epstein est enfin incarcéré depuis un peu plus d'un mois, depuis son arrestation du 6 juillet 2019. Il attend patiemment son procès, un procès qui va pour cette fois lui valoir la prison à vie. Vous allez me dire oui enfin. Mais quelques semaines après son incarcération, un premier incident survient. La nuit du 23 au 24 juillet 2019, Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule, avec des marques au cou. Les circonstances exactes, elles restent floues. Certains rapports évoquent déjà une tentative de suicide, mais d'autres suggèrent une altercation avec son co-détenu. Et donc, à ce moment-là, l'administration pénitentiaire prend une mesure un peu classique dans ce genre de situation. Epstein est placé sous Suicide Watch. C'est un régime de surveillance très strict où les détenus sont surveillés en permanence, souvent dans des cellules assez spéciales, avec aucun objet qui pourrait être utilisé pour se blesser. Mais cette surveillance ne dure pas très longtemps parce que le 29 juillet, soit à peine 6 jours plus tard, Epstein est déjà replacé dans une cellule normale. Chose importante à mentionner ici, c'est que selon plusieurs rapports, des psychologues de la prison auraient recommandé de maintenir la surveillance un peu plus longtemps. Mais cette recommandation n'a pas été suivie. Puis arrive la nuit du 9 au 10 août. Le 9 août, Epstein y rencontre ses avocats pendant plusieurs heures. Selon eux, il semblait relativement optimiste concernant la préparation de sa défense. Dans la soirée, il est replacé dans sa cellule. Et cette nuit-là, un autre détail va jouer un rôle assez important. La cellule est normalement prévue pour 2 détenus. Mais cette nuit-là, Epstein, il est seul. Selon le règlement du MCC, les gardiens doivent effectuer une ronde toutes les 30 minutes. Mais cette nuit-là, les rondes ne sont pas faites. 2 gardiens chargés de la surveillance, Tova Noel et Michael Thomas, passeront plusieurs heures sans vérifier la cellule. Les enquêtes montreront plus tard qu'apparemment ils étaient fatigués, en sous-effectif, et que du coup, ils ont passé une partie de la nuit à consulter Internet et à dormir. Signeront ensuite des registres indiquant que les rondes avaient été effectuées, alors que pas du tout. Des registres donc falsifiés, chose pour laquelle ils seront par après poursuivis. Mais donc, le 10 août, vers 6h30 du matin, Epstein est retrouvé dans sa cellule. Il est inconscient, avec un drap de lit attaché au sommier métallique de son lit superposé. Les secours tentent de le réanimer, ils le transportent à l'hôpital, mais peu après, sa mort est officiellement prononcée. L'autopsie est réalisée à ce moment-là par le bureau du médecin légiste de New York, et la conclusion officielle est claire: suicide par pendaison. Aucune substance toxique à ce moment-là n'est détectée, mais très rapidement, plusieurs éléments troublants apparaissent. Que la nuit du décès, elle est marquée par plusieurs dysfonctionnements majeurs. Les gardiens n'ont pas effectué leur ronde, les registres ont été falsifiés, il était tout seul dans sa cellule, Epstein n'était pas surveillé malgré un incident très récent, et certaines caméras de surveillance dans l'unité ne fonctionnaient pas correctement. En novembre 2023, un rapport détaillé du Department of Justice Office of Inspector General confirme ces graves négligences. Mais le rapport conclut que la mort d'Epstein est bien un suicide, mais que la prison a connu des défaillances systémiques majeures. Comme je vous ai dit d'ailleurs, les 2 gardiens ont été ensuite poursuivis pour falsification de documents. Mais bon, la mort de Epstein, elle, met brutalement fin au procès qui était tant attendu à ce moment-là. Un procès au cours duquel des dizaines de victimes étaient enfin prêtes à témoigner. Pour beaucoup d'entre elles, c'était un très très gros choc. Ce procès aurait été enfin l'occasion de raconter publiquement ce qui s'était passé et peut-être enfin aussi d'obtenir une forme de justice. But la disparition soudaine d'Epstein ne met pas fin à l'enquête, rassurez-vous. Si l'homme au centre du scandale est certes mort, le système qui l'entourait, lui, il existe toujours. Et dans ce système, il y avait un nom très famous. Et contrairement à Epstein, elle va devoir faire face aux conséquences. At any point during your personal relationship with Jeffrey Epstein, were you aware that Mr. Epstein was sexually abusing minors and adult women? I would like to answer your question, but on the advice of counsel,
I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Have you ever facilitated the sexual abuse of any minor or adult woman by Mr. Epstein? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Have you ever participated in the sexual abuse of any minor or adult woman? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Bon alors, après la mort de Epstein en 2019, beaucoup de gens pensent que l'histoire, elle va en rester là. Vu que déjà que quand il était là, ça ne donnait rien, bah alors maintenant qu'il n'est pas là, le principal accusé, mais il est mort. Donc pour les gens, le procès n'aura jamais lieu. Sauf que non, Dieu merci, parce que dans cette affaire, Epstein n'a jamais vraiment agi seul. Et il y avait un nom qui revenait constamment autour de lui. On le sait, vous le savez, nous le savons. C'est celui de Ghislaine Maxwell. Le 2 juillet 2022, elle est arrêtée par le FBI à Bradford, dans le New Hampshire. Anyway, dans une propriété qui était du coup à ce moment-là un peu isolée, où elle vivait discrètement depuis plusieurs mois. L'acte d'accusation fédérale la vise pour son rôle présumé dans le recrutement et l'exploitation des mineurs aux côtés d'Epstein. À partir de là, une question va devenir centrale. Maxwell était-elle simplement une proche d'Epstein, une sorte d'assistante mondaine, ou est-ce qu'elle était réellement l'une des pièces essentielles du système? Voyons voir ça de plus près. Le 14 juillet 2020, elle apparaît pour la première fois dans le tribunal fédéral de Manhattan, où elle plaide non coupable de l'ensemble des accusations portées contre elle. À ce moment-là, sa ligne de défense, elle est déjà claire. Nier tout en bloc. Autrement dit, pendant que le monde entier découvre peu à peu du coup l'ampleur de l'affaire, Maxwell, elle assure qu'elle n'a tout simplement rien à voir avec tout ça. Bon, le procès s'ouvre le 29 novembre 2021, toujours devant le tribunal fédéral de Manhattan, sous la présidence de la juge Alison Nathan. Ce procès va durer environ 6 semaines. Et très vite, l'image de la simple accompagnatrice va commencer sérieusement à se fissurer. 4 femmes viennent à ce moment-là témoigner. Parmi elles, Annie Farmer qui témoigne à visage découvert, et les autres alors seront de manière anonyme. Comme c'est souvent d'ailleurs le cas dans ce type d'affaires. Leur récit couvre plusieurs périodes déjà, plusieurs lieux, plusieurs années aussi. Et ce qui frappe, ce n'est pas seulement la gravité des faits décrits, mais c'est surtout la cohérence en fait entre leurs récits. Les procureurs à ce moment-là soutiennent que Maxwell ne se contentait pas juste d'être présente, mais selon l'accusation, elle participait au recrutement, au grooming, à la mise en confiance des adolescentes, puis à leur intégration progressive dans le système de Epstein. En clair, elle aurait joué un rôle bien central, et surtout bien actif au fonctionnement du réseau. L'accusation s'appuie non seulement du coup sur les témoignages, mais aussi sur des documents, des éléments financiers, des carnets d'adresses, ainsi que sur des dépositions d'anciens employés comme Juan Alessi, ancien majordome d'Epstein, et de David Rogers, l'un des pilotes du Lolita Express. Vu que sa plaidoirie initiale n'a plus vraiment d'intérêt maintenant, sa défense, elle adopte du coup une stratégie assez classique dans ce type de dossier. Elle va tenter de présenter Maxwell comme du coup une sorte de bouc émissaire. Une femme que l'on cherchait à punir maintenant que l'accusé principal, il n'était plus là pour répondre de ses actes. Selon ses avocats, Epstein était le véritable prédateur, le centre, on va dire, du système, et Maxwell serait du coup jugé injustement à sa place. Ils vont même jusqu'à suggérer qu'elle était elle-même manipulée par Epstein et donc contrôlée par lui. Comme si elle avait elle-même évolué sous son influence dans un environnement qui était largement dominé par lui. En parallèle, la défense va aussi tenter de fragiliser les témoignages des victimes. Elle remet en cause leur mémoire, conteste certaines dates et insiste surtout sur l'absence de preuves directes montrant Maxwell en train de commettre les abus décrits. Mais le jury n'est manifestement pas convaincu et on en remercie le Seigneur. Le 29 décembre 2021, après plusieurs jours de délibération, Maxwell est déclarée coupable sur 5 des 6 chefs d'accusation. Elle est acquittée sur un chef,
mais elle est reconnue coupable sur les principaux chefs liés du coup au recrutement et au trafic sexuel de mineurs. Le 28 juin 2022, elle est condamnée à 20 ans de prison fédérale et à une amende de 750 000 $. Au moment de la condamnation, la juge souligne son rôle du coup crucial dans un plan criminel sophistiqué visant les jeunes filles vulnérables. Et là, il faudra prendre un petit instant pour mesurer un peu ce que cela signifie. Pendant des années, beaucoup ont présenté Maxwell comme une mondaine, une compagne, une présence un peu secondaire autour d'Epstein. Le procès, lui, en fait, il va dire tout autre chose. Il dit qu'elle n'était pas seulement à côté du système, mais qu'elle en faisait partie. Et même si elle n'est pas jugée pour toute l'affaire dans son ensemble, son procès établit au moins une chose de manière judiciaire. Il y avait bien autour d'Epstein une structure, un mode opératoire, on va dire, et des personnes y jouaient un rôle bien actif. Après sa condamnation, Maxwell décide évidemment de faire appel, parce qu'elle n'est pas d'accord, bien sûr. Bon, petite parenthèse juridique, mais aux États-Unis, dans une affaire fédérale, la première étape consiste à saisir une cour d'appel fédérale, quand on n'est pas d'accord avec la décision. Dans son cas, c'est la cour d'appel de second circuit. L'appel est déposé en 2022, mais la procédure prend du temps. Ce n'est que donc le 17 septembre 2024 que la cour rend finalement sa décision. Les juges rejettent complètement les arguments là, de Maxwell et confirment sa condamnation. Tu vas pas y échapper, ma grande. Du coup, ses avocats tentent encore une nouvelle manœuvre juridique et c'est celle de demander un réexamen par l'ensemble des juges de la cour. C'est ce qu'on appelle un rehearing en banque. Cette demande est refusée en novembre 2024. Il reste encore une dernière possibilité, saisir la Cour suprême des États-Unis. Maxwell dépose donc une requête en printemps 2025 et en demandant donc à la plus haute juridiction du pays d'examiner son affaire. Mais le 6 octobre 2025, la Cour suprême refuse d'entendre le recours. En gros, cela signifie que sauf grâce présidentielle, la madame, elle va devoir rester en prison. Aujourd'hui, Maxwell purge donc sa peine dans une prison fédérale en Floride. Mais comme j'aime le répéter, c'est que au-delà du verdict, au-delà des procès, des avocats, etc., il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et ce sont bien sûr les victimes. Parce que même si la condamnation de Maxwell représente, on va dire, une forme de justice, elle ne rendra jamais ce qui leur a été pris. Ces filles étaient des enfants quand même, des adolescentes parfois âgées de 14 ans, souvent qui sont vulnérables, qui viennent de milieux aussi assez modestes, qui se sont retrouvées face à des adultes extrêmement riches, puissants et profondément mauvais. Et après les abus, beaucoup d'entre elles se sont retrouvées confrontées à quelque chose de encore plus violent, j'ai envie de dire, et c'est le silence d'un système entier. Un système judiciaire, médiatique, social, qui pendant des années n'a pas voulu les écouter. Et malheureusement, aujourd'hui encore, beaucoup d'entre elles subissent du harcèlement après avoir été reconnues dans des photos qui ont été révélées en début de cette année. Et ça on en parlera un petit peu en profondeur dans ma deuxième partie, mais genre, à quel point est-ce que le monde est fou? Vraiment, ça, c'est quelque chose que, bref, je pourrais jamais comprendre, mais bon. Revenons à nos petits moutons. Alors oui, la condamnation de Maxwell et la mort de Epstein marquent une forme de fin judiciaire, on va dire. Mais pour beaucoup de survivantes, ce n'est pas seulement la fin d'un procès, c'est la fin de plusieurs décennies de combats, de douleurs et parfois même de très très grande solitude. Enfin, ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que si Maxwell a été condamnée, elle demeure à ce jour, en fait, la seule figure de haut niveau du réseau Epstein à avoir été condamnée pénalement. Et pour beaucoup, cela laisse, on va dire, un goût très étrange. Parce que comme je l'ai déjà dit quelques fois, ce sont deux figures seulement. Mais on le sait déjà, il n'était pas seul là-dedans. Comme si la justice avait certes enfin réussi à atteindre une pièce importante du système, sans pour autant l'avoir démantelé complètement. Bon, voilà. Alors, si vous êtes encore là, franchement, merci à vous et GG, j'ai envie de dire. J'ai aussi une petite faveur, j'aimerais beaucoup être applaudie là dans les commentaires parce que vous vous rendez pas compte en fait du travail que c'était. Je crois que j'ai jamais fait un truc aussi complexe et c'était quelque chose, j'avais littéralement envie de péter mon crâne. Genre, à chaque fois que je trouvais quelque chose que je pensais que j'avais clôturé, il y avait encore d'autres informations qui ressortaient là et c'était catastrophe. S'il vous plaît, une petite ovation imaginaire là dans les commentaires, j'écoute. Merci. Bref, alors, la conclusion de cette vidéo, vous savez bien que j'aime bien conclure mes vidéos, mais cette fois, elle est assez ouverte. Déjà parce que ce n'est pas terminé. Il y a encore d'autres parties ou peut-être une partie qui arrive, je ne sais pas encore. On a
déjà dans la première partie, assimiler beaucoup d'informations. Hein. On vient quand même de traverser du coup toute la partie judiciaire de cette affaire. Dites-vous que si ça c'était éprouvant, préparez-vous pour la suite franchement, parce que c'est en fait la partie visible de l'iceberg, ce qu'on vient de faire. Faut que je fasse un iceberg un jour, je sais pas sur quoi. Si vous avez des idées là-dessus, proposez en fait dans les commentaires des icebergs. Vous voulez voir des icebergs sur quoi? Attends, je disais quoi déjà? Ah oui, donc pas de conclusion pour le moment, parce qu'on n'a pas terminé. Histoire que je puisse quand même un petit peu, on va dire, entre-clôturer cette vidéo. Parce que Jeffrey Epstein, là, c'était un gros prédateur. C'était un homme qui avait exploité, manipulé, il a abusé de jeunes filles, des enfants, au final. Probablement un des hommes les plus dégueulasses qui a pu fouler cette terre. Et qui pendant, au final, vraiment des années, a pu naviguer, continuer sa petite vie tranquillement, comme si de rien n'était. Et quand on sait tout, la vraie question, vous savez que j'aime beaucoup vous poser des petites questions, la vraie question elle arrive. Si cette histoire, elle a commencé dans les années 90, si les premières accusations sérieuses ont commencé à émerger en 2005, et si Epstein a été condamné pour la première fois en 2008, et qu'il est mort en 2019, alors pourquoi diable est-ce qu'on découvre tout ça que maintenant? Alors je sais très bien, il y a une très grande partie de vous qui connaissez déjà l'histoire. Moi, par exemple, je la connaissais pas tant que ça. Et je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, ils découvrent ça littéralement maintenant. Pourquoi des années plus tard? Pourquoi ces fameux documents-là qu'on a tous vus sur TikTok ressortent maintenant seulement? Ça, mes chéris, c'est ce qu'on va voir dans la partie 2. Ouais, je sais, c'est diabolique de faire ça. Je déteste quand je dois subir ça, mais pour une fois, c'est moi qui peux le faire. Donc, en fait, c'était soit ça, soit vous alliez avoir une vidéo de 3 heures, et je crois que personne n'aurait survécu à ça, moi la première. Du coup, si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne et que vous avez beaucoup aimé ce que j'ai fait et que surtout vous vous dites « Ah, j'ai envie de découvrir plus de sujets d'horreur avec la petite Fadoua », abonnez-vous mes chéris. Franchement, j'entends trop de bruit chelou ici, je n'en peux plus, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de clôturer cette vidéo. Donc, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite clochette pour pas rater la partie 2 si en tout cas ça vous intéresse et pour d'autres vidéos. Mettez vos petites suggestions pour l'iceberg si vous avez envie d'en avoir une. Et moi, comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous mes petits chéris et je vous fais plein de bisous. À bientôt. J'aime bien le petit décor que je me suis fait là. Vous aimez bien ou pas? Vous en pensez quoi? Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Parce que là, j'ai un magnifique poster du coup de Jujutsu Kaisen. Je vais peut-être le faire comme ça. Vous voyez? Et puis là, j'ai un magnifique poster de Chainsaw Man. Là, j'ai un magnifique livre Stephen King. Et aussi une magnifique création d'ailleurs qui est faite par Mademoiselle Ruby. C'est des roses séchées. Incroyable. Qui est faite par Mademoiselle Ruby, qui est ma sœur tout simplement, qui me prête généreusement son atelier pour faire mes vidéos. Oh, j'ai peur. C'était juste la lumière de la police. Faut que je parte, ça y est, je commence à avoir trop peur. Allez, bisous mes chéris.